Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire dans lequel on va vous parler de RSE pour la PME et on va essayer d'être dans le concret pour vous montrer comment passer de l'intention à l'action. Alors, pour commencer, on va se présenter. Donc, je m'appelle Aymeric Poher, moi je suis consultant sur les sujets RSE et CSRD pour le groupe TGS. Ça fait un petit peu plus de 4 ans que j'ai rejoint le groupe. Et donc, on accompagne nos clients sur deux volets, la mise en place d'une démarche RSE volontaire. Donc, je choisis de m'attaquer à ce sujet-là, du début de l'histoire, donc sensibilisation, diagnostic, jusqu'à la mise en œuvre et puis la reconnaissance éventuellement à travers de labels. On en parlera un petit peu plus dans ce webinaire. Et puis aussi sur le volet un petit peu plus réglementaire, pour tout ce qui va toucher à la CSRD, notamment, même si en ce moment le sujet est en train de bouger un petit peu. Et donc je suis en charge de cette offre d'accompagnement pour nos clients, pour le groupe. Et je vais laisser Charlotte se présenter, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Charlotte Rothureau, j'accompagne Aymeric sur ces sujets de RSE volontaire et RSE plus normative. Et donc on accompagne tout type d'entreprise, PME, TI, tout type de secteur, de l'industrie jusqu'aux associations culturelles. Alors, très rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va quand même vous présenter le groupe TGS. Donc, le groupe TGS, c'est un groupe de services qui a pour vocation d'accompagner les entrepreneurs, donc les TPE, les PME, les ETI, principalement sur le territoire français. Donc, on a 6 métiers: l'expertise comptable, l'audit, la paye, le RH, les métiers des avocats, l'informatique et puis la branche conseil à laquelle on appartient. Et tout ça, ça représente environ 1700 collaborateurs en France. Et géographiquement, alors on a une logique d'intervention qui est nationale, mais physiquement, on a une centaine d'agences qui couvrent une grande moitié ouest de la France. Donc en gros, si on tire un trait entre Lille et Toulouse, on a des petites agences de proximité un petit peu partout sur la gauche. Et aujourd'hui, le groupe accompagne plus de 35 000 clients, et ce, depuis un petit peu plus de 55 ans. Et donc en fait, nous-mêmes, on accompagne nos clients sur les sujets liés à la RSE et à la durabilité. Et en fait, le groupe est lui aussi engagé sur ces sujets-là au travers du label AFNOR depuis un petit peu plus de 2 ans. Alors pour rentrer, je ne vais pas vous présenter toutes les offres du groupe, mais spécifiquement sur ce sujet de durabilité. Donc, je vous le disais en introduction, on accompagne les entreprises sur la mise en place de stratégies RSE au sens large, donc diagnostic, mise en œuvre, accompagnement jusqu'à la valorisation au travers des labels. Et puis sur le volet réglementé, donc que ce soit la CSRD, la VSME, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure, pas tout à fait normative, mais qui est un sujet qui va prendre de l'importance demain, et puis la certification du rapport de durabilité. En fait, on a la chance de travailler conjointement avec le métier de l'audit, puisque dans le groupe, on a aujourd'hui 5 CAC verts qui ont obtenu leur visa durabilité. Donc sur ces sujets un petit peu plus normatifs, on joint nos forces pour accompagner nos clients. Donc le programme du jour, pour rentrer dans le vif du sujet. Donc une petite introduction quand même pour présenter la RSE et surtout se dire en fait comment la RSE peut être perçue comme un levier de performance globale. Puis ensuite, on va rentrer dans le concret, de se dire si demain je veux me lancer, je pars de zéro, par quelle étape je vais passer pour structurer la démarche RSE de mon entreprise. Un petit passage sur les outils, en fait, de quoi je me sers une fois que j'ai entamé cette démarche-là pour piloter et mesurer mes actions. Et puis, on conclura ce webinaire par quelques retours d'expérience pour illustrer par des cas concrets d'entreprises, donc soit des clients qu'on a accompagnés ou qu'on a pu faire intervenir dans des tables rondes ou des événements, pour vous donner quelques exemples concrets derrière la théorie. Et puis, normalement, on aura un petit temps de questions-réponses à la fin. Donc, Charlotte va commencer par vous présenter la RSE comme levier de performance globale. Effectivement. Alors d'abord, on a voulu vous faire un peu une mise en contexte. Aujourd'hui, les PME sont dans un environnement assez fluctuant. Elles font face à différents types de risques. D'abord, des risques globaux, notamment sur les chaînes logistiques, avec les tensions en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient. Aujourd'hui, la chaîne logistique est assez perturbée, et aussi le canal de Suez en 2021. Donc, c'est un nouveau type de risque auquel font face les PME aujourd'hui. On a aussi des types de risques plus cyberattaques. On sait que les entreprises sont aussi sujettes à ce genre de risque.
Et enfin, l'incertitude politique, en France comme à l'étranger, qui rend un peu difficile une vision long terme, notamment aussi avec les États-Unis, qui mettent en place des droits de douane assez agressifs. Autre type de risque, le changement climatique, qui fait complètement partie de la vie d'une entreprise aujourd'hui. On a les canicules, on l'a déjà encore vécu cet été, les inondations qu'on a vues en Bretagne récemment, il y a eu le Nord. On voit que ça fait le climat qui change fait partie du quotidien des entreprises, ça peut impacter votre activité et votre exploitation. Et enfin, on a choisi de le mettre à part. L'IA, c'est un vrai changement sociétal. Avec l'arrivée de l'IA, ça pose des vraies questions, des questions de compétences techniques qui deviennent nécessaires dans votre entreprise, parfois même un changement d'offre auprès des clients pour rester compétitif par rapport à vos concurrents. L'IA, c'est un peu un train à ne pas manquer. Il faut savoir l'utiliser aujourd'hui. Donc, c'est un vrai enjeu. Tous ces nouveaux risques dans cet environnement fluctuant, ça donne des conséquences. Donc des conséquences d'abord en risque physique. Vous pouvez avoir des arrêts d'activité, des pertes d'exploitation, notamment si vous avez des grosses crues dans vos locaux. Vous pouvez perdre toute votre production ou une partie. Vous avez de plus en plus de dépendance à des matières premières qui peuvent être en tension, avec des approvisionnements qui baissent, des prix qui sont très volatiles. Pour n'en citer que quelques-unes, il y a le cuivre, le pétrole, le gaz ou encore le blé ou le maïs. Vous avez, comme on l'a dit, des risques cyber avec les cyberattaques. Donc, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les PME de savoir faire face à ce genre de risques. Des risques assurantiels. Donc, effectivement, les assurances, aujourd'hui, on le constate déjà chez nos clients, augmentent leurs prix, refusent parfois même d'assurer certains projets ou certains bâtiments. Et enfin, des risques politiques, donc instabilité politique au niveau national, au niveau mondial, qui parfois redemandent aux entreprises de repenser leur chaîne de valeur ou même certaines activités. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, on se rend compte que les données financières ne suffisent pas à rendre compte de la situation d'une entreprise. C'est là qu'on passe de la performance économique à la performance globale. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre en compte beaucoup plus son écosystème qu'auparavant. On va changer son système d'évaluation de la performance de l'entreprise. Donc, le petit schéma sur la droite qu'on a voulu vous présenter, c'est un schéma assez classique de la RSE. Vous voyez l'économique, qui est la partie que l'entreprise prend en compte généralement en premier, mais on va ajouter la partie aussi sociale et environnementale pour avoir une vision globale de cette performance et du contexte dans lequel l'entreprise évolue. Et autour, on va avoir ce qu'on appelle les parties prenantes, donc elles peuvent être internes, comme les collaborateurs, ou externes, comme les clients, les fournisseurs. Ce sont vraiment l'écosystème dans lequel l'entreprise évolue, où en fait cet écosystème va venir influencer les activités de votre entreprise. Vous avez aussi les actionnaires, les investisseurs, les citoyens. Donc par citoyen, on entend en fait le territoire. Ça peut être aussi des partenaires locaux, des associations. Donc cette notion de performance globale, ça place vraiment la RSE non plus comme un sujet d'expert, comme un sujet d'initié, mais bien un sujet qui touche beaucoup de facettes de votre entreprise et qui est plus réservé seulement à justement les experts RSE. Ce n'est plus quelque chose à part. Donc, cette vision 360 degrés de votre entreprise, ça donne quand même un signe de renforcement de votre résilience et de la robustesse de votre modèle économique parce que vous prenez en compte beaucoup plus de risques et d'opportunités. Et surtout, c'est suivi de près par beaucoup de gens qui sont en lien avec votre PME, vos clients d'abord. C'est un critère de différenciation certain par rapport à vos concurrents. Vos collaborateurs, donc c'est la fameuse notion de marque employeur. Aujourd'hui, les collaborateurs regardent de plus en plus des entreprises qui sont alignées avec leurs valeurs. Vos investisseurs et vos banques. Un bon reporting RSE, c'est un signe de résilience, ça permet d'avoir de la confiance de la part de vos investisseurs et vos partenaires. Forcément, si vous mettez en avant une politique RSE, ça veut dire que vous prenez un peu plus en compte leur intérêt et leur impact, et donc ça sera bon pour votre entreprise.
Alors, pourquoi attendre? Pourquoi attendre? D'autant plus qu'aujourd'hui, 56% des investisseurs qui ont été sondés dans le livre blanc publié en 2024 par France Invest disent avoir déjà refusé un investissement pour des raisons RSE. Donc aujourd'hui, ça fait complètement partie de la vie d'une entreprise et on ne peut plus passer à côté. Alors, Charlotte, maintenant que tu nous as posé un petit peu ce contexte, en fait, si je suis dirigeant d'entreprise, si je porte ce rôle de responsable RSE, ou même quelle que soit ma fonction finalement, si je veux m'attaquer à ces sujets-là, par quoi je commence et par quelles étapes il faut passer pour me lancer dans ces démarches dans ma structure? Alors, les grandes étapes clés d'une démarche RSE, on considère qu'il y en a 4. Le premier, c'est l'état des lieux. C'est ce qu'on appelle le diagnostic. La deuxième, ça va être la grande étape d'identification de vos enjeux de durabilité, ou autrement dit, de vos enjeux RSE, jugés critiques pour votre PME. La troisième, c'est le déploiement opérationnel. C'est là où vous allez vraiment faire infuser votre stratégie RSE auprès de vos équipes en interne. Et la quatrième, ça va être un travail de valorisation en interne et en externe. Donc, pour aller un peu plus en détail, la première étape, c'est l'état des lieux. Cette étape, c'est une identification de vos parties prenantes et de leur niveau d'influence sur votre entreprise. Le petit schéma qu'on voit là, c'est le même schéma qu'on vous a présenté pour la notion de performance globale. C'est le schéma de vos parties prenantes. C'est 3 étapes. C'est d'abord une modélisation de votre chaîne de valeur. Donc, ça veut dire que vous allez considérer votre activité, votre PME, et vous allez regarder qu'est-ce qui se passe en amont, c'est-à-dire chez vos fournisseurs, même parfois chez les fournisseurs de vos fournisseurs, ainsi que ce qui se passe en aval, c'est-à-dire chez vos clients, parfois même chez les clients de vos clients. Et le but, en modélisant cette chaîne de valeur, c'est d'identifier chaque partie prenante qui intervienne à chaque étape et de faire une liste exhaustive. Ensuite, à chaque partie prenante, il faudra identifier leur intérêt, c'est-à-dire leur attente ou leurs besoins, ainsi que leur niveau d'influence réciproque. Le niveau d'influence réciproque, c'est quelle influence ma PME a sur la partie prenante et quelle influence la partie prenante a sur ma PME. Donc, évidemment, on va avoir des parties prenantes incontournables, comme les collaborateurs ou les clients, mais on va aussi avoir des parties prenantes dont le niveau d'influence va largement varier en fonction du secteur dans lequel vous êtes. Par exemple, une entreprise dont l'activité est très réglementée va avoir les pouvoirs publics avec un niveau d'influence très fort. On peut penser à la banque ou au nucléaire, par exemple. Une entreprise dans l'industrie placera ses fournisseurs avec un niveau d'influence aussi très fort, parce que s'il n'y a pas de matière première, on ne va pas pouvoir lancer l'activité. Donc, les fournisseurs sont vraiment clés dans l'activité de l'entreprise. Identifier ces parties prenantes, ça permet donc de faire des strates avec des différents niveaux d'influence. Et ça permet d'identifier les acteurs les plus importants pour votre entreprise dans votre écosystème. C'est en fait un premier filtre stratégique. Pour cette première étape, il est intéressant de mobiliser une personne pilote de la démarche. En général, si le poste existe, une ou un responsable RSE. La direction générale, qui est incontournable pour, comme toute démarche dans une entreprise, mais pour la démarche RSE, ça marche aussi. Elle doit faire partie de cette démarche, la fonction finance et la fonction RH. Et donc, les grands livrables de cette étape, vous l'avez compris, c'est cette chaîne de valeur modélisée avec toutes vos parties prenantes et la cartographie d'influence réciproque. Alors, Charlotte, une fois que j'ai bien modélisé ma chaîne de valeur, j'ai mes parties prenantes internes, externes, j'ai identifié leurs attentes, leurs besoins. C'est la première étape. J'ai commencé à constituer un petit groupe de travail. Et finalement, pour moi, ma PME, mon secteur d'activité spécifique, mes problématiques spécifiques, comment je fais pour me dire, mais quels sont mes enjeux de durabilité prioritaires pour moi, pas ceux des autres, et comment je m'attaque à ce sujet-là pour pouvoir avancer et aller plus loin dans ma démarche? Effectivement, donc c'est la deuxième grande étape de cette démarche. Vous avez identifié vos parties prenantes et maintenant, il est important d'identifier vos enjeux critiques sur le court, moyen et long terme. Donc pour ça, il existe des référentiels très connus. On vous en a mis quelques-uns ici. Le premier, c'est les 17 objectifs de développement durable qui sont assez génériques, mais qui sont vraiment une bonne base pour commencer à identifier les différents thèmes que la RSE propose.
Pour aller plus loin, il y a la norme incontournable de la RSE qui a été créée en 2010, qui est la norme ISO 26000 et qui présente 7 questions centrales qui balayent tous les thèmes de la RSE. Donc le but, ça serait de prendre ce référentiel et de redescendre toutes les questions centrales en jugeant plus ou moins si les questions centrales concernent votre entreprise. On a mis la CSRD parce que dans la CSRD, il y a des thèmes un peu plus récents. Le fait que ça soit sorti un peu plus tard, bien que l'ISO 26000 soit réactualisé dans le temps, aujourd'hui, la CSRD présente des termes intéressants qui peuvent venir en complément de l'ISO 26000. On peut penser à la RGPD ou la cybersécurité. Et enfin, vous avez des référentiels sectoriels. Donc, c'est-à-dire que des fédérations ou tout type de structure dans votre secteur ont probablement déjà publié un référentiel RSE qui est en fait un premier tri des enjeux RSE qui correspondent à votre activité. Donc, en général, ces référentiels sont particulièrement intéressants pour avancer dans votre démarche RSE. Une fois que vous avez fait ce premier tri à partir des référentiels, vous allez retenir des enjeux. Et pour chaque enjeu, il faut faire une analyse de simple ou de double matérialité. Donc, la simple matérialité, c'est en prenant un enjeu, on va considérer quel est l'impact de cet enjeu sur mon entreprise, sur ma stratégie. Et quel est l'impact de cet enjeu sur les parties prenantes concernées. Par exemple, l'enjeu de formation, un enjeu central aujourd'hui, pour ma stratégie en tant qu'entreprise, c'est de rester compétitif, qu'il n'y ait pas de décrochage technique ou technologique en maintenant les compétences de mes salariés. Pour les parties prenantes, en l'occurrence là c'est plutôt les collaborateurs, c'est la notion d'employabilité sur le marché du travail. En gardant un bon niveau de compétences sur mon expertise, je reste employable sur le marché du travail. À cela s'ajoute une autre analyse qui peut venir en complément et qui est particulièrement intéressante, c'est l'analyse de double matérialité. Cette analyse de double matérialité va ajouter une dimension économique, financière à cette analyse de l'enjeu. Par exemple, dépendance fournisseur. Aujourd'hui, ça peut représenter un risque économique si j'ai une forte dépendance à un fournisseur, parce que si mon fournisseur augmente ses prix de manière exponentielle, d'un seul coup, je vais avoir une grosse baisse de ma rentabilité et donc mes prix vont s'envoler. Quand on fait cette analyse-là, ça va permettre de prioriser les enjeux. C'est-à-dire que dans cette simple et double matérialité, on va donner des notes en fonction de l'impact sur la stratégie, sur les parties prenantes, sur le risque ou l'opportunité. Ça va permettre de mettre de côté les enjeux les plus importants pour votre entreprise et vos parties prenantes. Sur cette démarche, sur cette grande étape de priorisation d'enjeux, il y a les 4 fonctions qu'on vous a décrites juste avant, qui sont un peu les fonctions incontournables de la RSE. Et selon nous, cette étape-là, c'est l'occasion d'aller mobiliser les métiers en interne. C'est vraiment l'occasion d'avoir une vision transverse de la stratégie RSE et donc de les faire participer à travers des ateliers collaboratifs, des entretiens, pour avoir vraiment la vision aussi de terrain. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir vraiment une démarche en co-construction avec vos parties prenantes internes. Et une fois que vous avez une première copie de ces enjeux priorisés, c'est de la présenter à vos parties prenantes externes pour recueillir leur avis. Donc, vos clients, vos fournisseurs ou vos banques. Les livrables, vous l'aurez compris, c'est cette matrice de matérialité simple ou double matérialité selon ce que vous avez choisi. Et normalement, à ce moment-là, vous avez déjà une idée des grands thèmes de votre stratégie RSE. Alors, cette étape, du coup, pour résumer, vous avez fait cet état des lieux en quelque sorte, et donc vous avez hiérarchisé, priorisé vos enjeux de durabilité, pour vous dire, finalement, pour moi, pour ma structure, pour réduire mon impact sur mon environnement externe, pour couvrir mes risques liés à tous les changements dont parlait Charlotte tout à l'heure, ça y est, j'ai priorisé, et donc j'ai identifié les principaux thèmes sur lesquels j'allais devoir travailler, et c'est-à-dire agir. Donc maintenant, la question à se poser, c'est, il est temps d'y aller, le travail un petit peu plus dur commence, et comment j'y vais pour déployer ma stratégie après avoir posé ses bases?
Effectivement, c'est la troisième grande étape, c'est le déploiement. Donc, comme l'a dit Aymeric, vous avez vos grands axes RSE identifiés et ce qu'il va falloir faire, c'est de formaliser votre stratégie avec des objectifs sur chacun des sujets. C'est le moment aussi d'évaluer votre niveau de maturité sur chaque sujet retenu, parce que en général, vous faites déjà de la RSE sans le savoir. Donc, vous prenez chaque sujet et vous regardez ce qui a été fait par vos équipes. À ce moment-là, c'est en fonction de votre niveau de maturité, c'est aussi le moment d'aller plus loin si nécessaire, si vous pensez que certains sujets sont très importants. Par exemple, stratégie bas carbone, vous pouvez commencer par faire votre empreinte carbone, puis mettre en place potentiellement une stratégie sur le long terme pour venir réduire cette empreinte. Stratégie biodiversité, par exemple, vous êtes une entreprise dans l'industrie et vous avez des vrais enjeux autour de la pollution de l'eau ou de l'air. Vous pouvez mesurer votre impact sur la biodiversité et à partir de cet impact, mettre en place une stratégie biodiversité. Ces thèmes de stratégie, ils existent pour tous les grands thèmes de la RSE et c'est le moment de se spécialiser. Mais surtout, il faut rester réaliste et il ne faut pas chercher à en faire beaucoup. En général, quand on prend la grille, les référentiels RSE et qu'on sélectionne nos enjeux, on a tendance à considérer que tout est important, c'est vrai, mais il faut savoir prioriser. Donc 2-3 grands enjeux, c'est déjà amplement suffisant pour se lancer dans une première démarche. La formation comme support indispensable, alors on l'a mis là parce que le déploiement, c'est le moment où vous savez quels sont vos enjeux prioritaires et donc sur quoi vous concentrer en termes de formation, mais on aurait pu le mettre à toute étape. La formation, c'est vraiment un moyen de sensibiliser et d'emmener vos collaborateurs sur le sujet. Donc, il y a 2 grands types de formation. La sensibilisation, donc vous pouvez faire des fresques ou des ateliers RSE. Et il y a un autre type, c'est des formations plus techniques. Donc, on a parlé d'empreinte carbone, on peut aussi parler d'achat responsable. Ça peut être le moment de former des gens en interne ou alors de se faire accompagner en externe pour pouvoir se lancer de manière plus précise dans ces genres de thèmes. La RSE, votre stratégie RSE est formalisée, elle a ses objectifs. Maintenant, on parle d'opérationnel. C'est le moment de définir vraiment des actions pour atteindre ces objectifs et quelle fonction votre entreprise est responsable de ces actions. Et bien sûr, lié à ces actions, des indicateurs. Le but, c'est qu'il y ait un aller-retour constant entre vos indicateurs et vos objectifs RSE pour voir si vous avez atteint vos objectifs. C'est comme dans tout type de process dans une entreprise, une logique d'amélioration continue. Pour cette phase, il est intéressant de mobiliser donc le ou la responsable RSE, la direction générale, la fonction finance et la fonction RH. Donc, c'est vraiment les 4 fonctions socles de la démarche RSE et les fonctions mobilisées pour mettre en place les actions. Les livrables, stratégie RSE structurée, plan de mise en œuvre pour atteindre vos objectifs de manière vraiment opérationnelle et même parfois un tableau de bord RSE comparable à un tableau de bord de gestion financière où là, vous aurez tous vos indicateurs et vous pourrez les alimenter de manière régulière. Ça peut être 1 fois par an, 2 fois par an, selon votre investissement dans le sujet. Alors, une fois qu'on a bien avancé, donc on a commencé, donc là, il s'est passé un petit peu de temps, on a posé sa stratégie, on a commencé à mettre en œuvre un certain nombre d'actions, on est dans cette logique d'amélioration continue. On peut se poser la question de se dire, tout ça c'est bien, mais j'aimerais le rendre un peu plus visible vis-à-vis de mes parties prenantes internes, donc notamment de mes collaborateurs, et puis surtout externes, mes clients, mes fournisseurs, des grands donneurs d'ordre, les pouvoirs publics. Et donc on va se poser la question de valoriser tout ça. Et de légitimer cette démarche pour se dire, en fait, tout ce qu'on fait, finalement, ça a un réel impact, et on n'est pas en train de faire n'importe quoi et de raconter que tout est génial. Vers quoi je peux aller pour m'aider dans cette démarche-là? Effectivement, comme le dit Aymeric, c'est le moment de valoriser votre démarche RSE. C'est le moment de créer de la confiance autour de votre démarche RSE, à la fois en interne et en externe. Alors bien sûr, il y a le fameux rapport de durabilité ou rapport RSE que vous pouvez publier au bout d'1 an, où vous présenterez votre stratégie RSE avec ses grands axes. Vous décrirez vos objectifs et vos actions et vous présenterez les résultats de vos indicateurs, c'est-à-dire où est-ce que vous en êtes dans cette démarche.
Pour aller même plus loin et faire reconnaître votre démarche à l'externe, vous pouvez vous faire labelliser. Alors des labels RSE, il y en a vraiment pléthore. Il y en a des généralistes et il y en a des spécialisés. Il y a des labels où vous allez simplement faire du déclaratif, d'autres où il y aura quelqu'un qui viendra dans votre entreprise vous auditer pendant plusieurs jours. Il y a aussi des labels, donc je l'ai dit, sectorisés. Les fédérations sortent parfois leur propre label RSE. Il y a même un label PME, le label PME+. Donc le but, c'est de vraiment savoir ce que vous souhaitez mettre en avant. Et parfois, il y a des labels qui sont demandés par vos donneurs d'ordre ou vos investisseurs et vos banques, qui permettent de vous guider un peu plus dans le choix. Les personnes à mobiliser sur cette dernière grande étape de votre démarche RSE, ce sont les mêmes, la responsable ou le responsable RSE, la direction générale, la fonction finance et la fonction RH. Et le grand livrable clé de cette étape, c'est le rapport RSE. Pour conclure ce déroulé de cette démarche RSE, on a voulu mettre un point d'honneur sur la gouvernance. En effet, une gouvernance définie permet d'avoir une vision beaucoup plus long terme et d'avoir une démarche RSE pérenne. Vous l'aurez compris, dans le qui, à chaque étape, il y a des incontournables. Il y a votre direction générale, sans quoi votre démarche RSE ne prendra pas forcément bien au sein de vos équipes si la direction ne pousse pas. Il y a la fonction finance. Aujourd'hui, c'est la fonction, on l'a vu dans cette notion de performance globale, c'est la fonction qui regarde la performance de l'entreprise, c'est la première fonction qui regarde la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, la fonction finance est clé dans une démarche RSE parce qu'elle va devoir élargir sa vision de la performance et devoir utiliser les mêmes outils pour regarder la performance globale. La fonction RH, incontournable, il y a beaucoup de thèmes RH dans une stratégie RSE, donc la fonction RH doit être présente, et un responsable RSE ou une responsable si le poste existe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une personne pilote, coordinatrice de la démarche. Ce qui est intéressant, c'est d'impliquer forcément, en plus de ces incontournables, les différentes fonctions de votre entreprise. Alors, une personne peut représenter plusieurs fonctions. Donc, il y a la qualité, le SI, la production, etc. La RSE, en impliquant différentes fonctions de votre entreprise, c'est vraiment une opportunité de collaboration avec votre entre services. Et ça permet d'avoir une RSE complètement intégrée à votre stratégie. Si à la RSE, votre démarche reste à part de votre stratégie d'entreprise, il y aura forcément des contradictions sur certains sujets qui bloquera l'avancement de cette démarche. Donc pour conclure, ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est bien une transformation stratégique. Maintenant, Aymeric va vous présenter, pour mettre en place toute cette démarche, quels outils vous pouvez utiliser de manière simple pour piloter, mesurer vos actions et avoir une démarche pérenne dans le temps. Alors, quand on parle d'outils, finalement, Charlotte en a déjà présenté beaucoup. Les référentiels d'analyse, c'est des outils en tant que tels. Les labels, ça va être des outils pour vous permettre de valoriser votre démarche. Si on revient sur du concret, ce qu'on vous a dit, c'est attention, notamment si je pars de zéro, il faut y aller pas à pas. Il ne faut pas se dire d'un seul coup, je vais m'attaquer à tous les enjeux d'un coup, mener énormément de chantiers en parallèle. La logique va être la même sur des outils. Au tout début, on n'est pas obligé, alors on peut, c'est pas interdit, mais on n'est pas obligé de tout de suite aller se tourner vers des outils du marché déjà très structurés. Dans un premier temps, pour commencer, travailler à partir d'un Excel, ça peut être totalement suffisant. Vous avez peut-être déjà des outils de gestion de projet dans l'entreprise. Ça peut déjà être un premier niveau amplement suffisant au tout début pour enclencher, structurer votre démarche et commencer à piloter vos plans d'action. Et puis après, en fonction de votre niveau de maturité, quand tout ça va évoluer, ou si votre structure est un petit peu plus grosse, un petit peu plus complexe, est-ce que j'ai plusieurs sites, est-ce que j'ai des filiales internationales par exemple, là ça peut être une bonne idée de se tourner vers des outils du marché qui peuvent à ce moment-là vous simplifier la démarche en permettant de déployer l'outil, des personnes opérationnelles pourront saisir les données, ces données seront consolidées, ça vous facilitera la mise en œuvre des indicateurs, des reporting, et puis en plus c'est des outils qui sont en règle générale alignés avec les référentiels que Charlotte vous a présentés, donc soit l'ISO, soit la CSRD, ou, et on va en parler un tout petit peu après, la VSMI. Donc, à retenir là-dessus, dans un premier temps,
comment c'est simple et surtout bien se poser la question de si je vais vers des outils un petit peu plus dédiés, est-ce que j'en ai vraiment besoin et quels sont mes besoins pour bien les choisir et bien les déployer. Ensuite, va se poser la question, si on commence à anticiper la partie indicateurs, objectifs et reporting, de la donnée. Donc souvent, ce qui est compliqué, c'est d'avoir une donnée fiable pour que l'indicateur de sortie soit lui-même fiable. Donc en fait, là-dessus, quand on va se poser la question de se dire quels sont nos objectifs et comment je vais les mesurer, il faut se dire, je vais essayer d'avoir des indicateurs relativement simples, ou en tout cas que je vais savoir construire, plutôt que d'essayer d'en avoir une multitude que je ne saurais pas consolider et qui donc, grosso modo, seront soit faux, soit très pénibles à mettre en œuvre. Et ce qu'il faut avoir en tête derrière tout ça, c'est qu'il y a quand même parfois un certain nombre de données qui sont déjà souvent dans l'entreprise, et notamment sur le volet social. On va faire un petit focus sur la VSME juste après. Le volet social, il y a plein de choses, parce qu'en France, on est déjà soumis à un certain nombre de réglementations que vous avez déjà. Donc après, peut-être que vous allez les agréger différemment, les présenter d'une façon différente, mais il ne faut pas se dire, encore une fois, je pars de zéro et il faut que je révolutionne l'intégralité de ma structure, de mes process ou de mon système d'information. Il y a déjà pas mal de choses qui sont là. Et dans un premier temps, construire des indicateurs à la main, ça peut être une solution. Dans un deuxième temps, passer par des outils qui vont le faire, qui vont être déployés, ça peut être la bonne méthode. Si je le disais, vous avez une structure un peu plus complexe, avec le petit problème quand on fait ça, de bien travailler les process, voire quand on commence à être très mature ou que la structure est assez costaud, d'aller mettre en place un petit peu de contrôle interne là-dedans, pour s'assurer que ce qui va sortir est fiable, puisque plus on déploie d'outils comme ça, plus on a de gens qui peuvent saisir des choses dedans, plus on a de chances qu'il y ait des petites erreurs et qu'à la fin, ce qui en sort ne soit pas totalement fiable. Mais à retenir, il vaut mieux se dire, je prends quelques indicateurs qui vont vraiment être révélateurs de ma stratégie, qui en théorie au début n'est pas totalement exhaustive, pour y aller pas à pas, et puis c'est pareil, tout ça avec le temps va devenir un petit peu plus précis, un petit peu plus exhaustif, et je m'outillerai au fur et à mesure pour y aller. Alors, on a choisi de faire un petit point sur le cadre de reporting VSME, parce que probablement que vous avez entendu parler du sujet CSRD qui devait toucher énormément d'entreprises, qui a été remis en cause il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, tout ça s'est décalé de 2 ans pour ce qu'ils appelaient les PME, donc c'était plutôt les ETI. C'est pas encore acté, mais il y a de grandes chances qu'au-delà du décalage, ça touche beaucoup moins de monde. Et du coup, ce qui a été publié récemment par la Commission européenne, donc le 30 juillet 2025, c'est de dire, au-delà de la CSRD qui pouvait avoir un côté quand même très complexe et très normatif, il y a un cadre qui a été proposé qui s'appelle la VSME, donc c'est un cadre de reporting volontaire. Donc c'est au choix de la structure de s'en saisir, mais qui peut avoir un intérêt parce que c'est quand même un cadre qui est aligné avec les référentiels CSRD, actuels ou à venir quand elle aura été un petit peu transformée, ce qui permet de se dire, quand je vais construire mes indicateurs, je vais pouvoir les construire d'une certaine façon qui vont être alignés avec ces référentiels, et c'est-à-dire que si demain des donneurs d'ordre un peu plus gros soumis à la CSRD me demandent des informations, en fait, je les aurai déjà au format attendu, donc ça me simplifiera les échanges. Et puis surtout, ce cadre, il va aussi fixer le cadre maximal sur lequel des donneurs d'ordre plus importants peuvent demander des informations, ce qui va en fait protéger les petites structures pour éviter qu'une grosse multinationale lui demande, je dis une bêtise, mais 500 informations sur sa stratégie RSE parce qu'il en a besoin pour le consolider dans la sienne. Là, ça va vraiment vous protéger et se dire, le maximum qu'on pourra me demander, il est circonscrit dans ce cadre qui est quand même relativement accessible. Alors, pour faire un tout petit focus là-dessus, voilà, comment ça se décompose le cadre de reporting proposé par la VSME. Donc, il y a un premier module qu'on appelle basique. Et ce module basique, il va principalement demander quelques informations quantitatives. Donc, vous allez le voir, on les a listées juste après. Certaines sont déjà dans l'entreprise. D'autres peuvent être un petit peu nouvelles en fonction de votre maturité sur les sujets. Et puis, il y a un module complémentaire. Donc là encore, c'est au choix. Dans un premier temps, je peux choisir de me servir de tout ou partie du module basique. Dans un deuxième temps, je peux décider d'évoluer vers tout ou partie du module complémentaire. Et en fait, la différence avec le module basique, c'est que le module complémentaire va demander un petit peu plus d'informations quantitatives et aussi quelques sujets qualitatifs, c'est-à-dire, au lieu de donner le résultat d'un indicateur, je vais être en capacité d'exposer ma stratégie, ma trajectoire, comment je gère mes risques ESG, quelles sont mes politiques RSE mises en place. Donc pour illustrer ça, je vais vous prendre 2 exemples. Sur la partie environnementale, par exemple, vous avez l'indicateur B3 sur le sujet des émissions de gaz à effet de serre. Donc en règle générale, celui-là, il fait forcément partie de sa stratégie.
On va vous demander, dans un premier temps, dans ce cadre basique, de publier la mesure de votre empreinte carbone sur les scopes 1 et 2, ça n'intègre pas le scope 3, et vos consommations d'énergie réparties entre l'énergie renouvelable et non renouvelable. Sur la partie sociale, par exemple, et ça va bien illustrer que c'est des données qui sont généralement à la main de l'entreprise, sur l'indicateur B10, ça va toucher aux rémunérations et à tout ce qui est négociation collective et formation. On va vous demander quelques données sur les salaires, les conventions collectives de votre entreprise, et puis les heures de formation par salarié. Donc ça, c'est quand même souvent des choses que vous avez déjà. Pour illustrer comment le module complémentaire va un petit peu plus loin, et bien sur la partie environnementale, si je reprends donc non plus le module le B3, mais le C3, je vais un petit peu plus loin parce que maintenant, j'ajoute le scope 3 dans la mesure de mon empreinte carbone, et puis j'indique si je me suis donné des objectifs de réduction sur les 3 scopes. Donc là, j'intègre la notion de stratégie, d'objectif et de trajectoire. Sur la partie sociale, ça va un petit peu plus loin aussi, parce qu'on va me demander, est-ce que j'ai des politiques liées aux droits de l'homme qui sont mises en place, par exemple? Est-ce qu'il y a eu des incidents graves dans mon entreprise? Ça va un petit peu plus loin, mais encore une fois, c'est probablement des choses que vous avez déjà. Voilà, donc pour résumer, ce cadre-là, il se veut beaucoup plus accessible que ne pouvait l'être la CSRD. Il est aligné avec ce référentiel. Donc si un grand donneur d'ordre vous pose des questions, à partir de ce module-là, vous aurez déjà certaines infos, et il capte la quantité de données que demain on pourra vous demander. Donc un grand donneur d'ordre pourrait vous demander dans le cadre, lui, de son reporting RSE. Et donc, dernière grande partie de ce webinaire, nous avions envie de vous présenter des exemples inspirants de clients ou d'entreprises qu'on connaît à TGS France pour vous montrer que la démarche RSE est possible pour les PME. Alors, le premier exemple qu'on a souhaité vous présenter, donc vous verrez, il y en aura 6 au total, c'est une structure que j'ai eu la chance d'accompagner il y a 1 an et qui se lançait bon élève dans la CSRD pour anticiper. Donc, approche par le cadre réglementaire, bien qu'ils aient déjà une stratégie RSE qui était en place et qui commençait à devenir de plus en plus mature. Donc, alors PME, on aurait presque pu dire ETI, donc une structure qui reste à taille humaine mais relativement importante, environ 380 salariés, c'est une PME industrielle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au travers du cadre CSRD qui impose de se poser des questions sur la réduction des déchets et les problématiques d'économie circulaire, en fait, ils ont réussi à faire un lien direct avec leur business model en se disant, aujourd'hui, finalement, on vend des produits, c'est des produits qui ont une durée de vie assez longue, et par contre, une fois que c'est fini, il ne se passe rien. On n'a pas du tout de logique de SAV ou de récupération de ces produits en fin de vie ou de reconditionnement ou autre. Donc aujourd'hui, cet exemple-là, ce qui est intéressant, c'est que le cadre normatif a permis d'aller un tout petit cran plus loin, quand bien même cette structure était déjà engagée dans une démarche, et surtout, permet de se dire, finalement, derrière ce sujet d'économie circulaire, de réduction de mes déchets, je vais peut-être mieux satisfaire mes clients, je vais peut-être trouver un relais de croissance, et puis, je vais jouer sur un critère environnemental important, c'est que je vais réduire mes déchets. Alors, ça ne va pas se faire en 2 minutes, le sujet a été identifié lors de ces ateliers de travail. Maintenant, ils vont se poser la question de voir comment y aller, comment mettre en place ce business model, et voir comment ils vont aller plus loin sur ces sujets-là. Le deuxième exemple, donc encore une fois, une PME, cette fois-ci spécialiste des EPI à usage unique. Donc ça, c'est quelqu'un qui travaille avec nous chez TGS, dans notre équipe, qui les accompagne. Et en fait, pareil, problématique de se dire, les EPI à usage unique, là, je prends 2 gants, ils sont jetés à la fin de la journée ou quelques heures plus tard, donc ça génère énormément de déchets, pour ne prendre que cet exemple-là. Et donc, ils se sont dit, comment on pourrait transformer ça? Donc, ils l'ont pris sous plusieurs angles. Déjà, ils ont travaillé sur les emballages, en disant, demain, je vais avoir des emballages non traités, ce qui permettra de les recycler. Je n'ai pas encore évité le déchet, mais en théorie, je peux mieux le traiter. Ensuite, une partie des produits est biodégradable. Donc, éventuellement, j'évite de les jeter à la poubelle, ils ne vont pas être brûlés, ils ne vont pas être enfouis, ils peuvent être mis dans un compost et ça s'arrête là, et on ne génère pas un déchet complémentaire. Pour aller plus loin, ils sont en train de se poser la question de créer une filière de recyclage spécifique, c'est-à-dire de se dire comment chez mes clients je vais récupérer ces équipements une fois qu'ils ont été utilisés, donc avoir par exemple des poubelles dédiées, je les récupère, et au lieu qu'ils partent dans les filières classiques, c'est-à-dire soit avec un petit peu de chance recyclage classique, soit surtout enfouissement ou brûlage, je re-rentre dans un cycle et ces déchets-là deviennent directement matière première pour un autre industriel. Donc ça ne redeviendra pas un EPI,
mais ça pourra servir à faire autre chose en circuit beaucoup plus court, et en s'assurant que tout ça est bien récupéré et bien réemployé. Et puis, ils ont eu un autre angle de se dire, mais finalement, quand même, tout ça, c'est très bien, mais ce qui est le mieux, c'est le déchet qui n'existe pas. Et donc, ils ont aussi travaillé sur les bacs de distribution, donc notamment pour prendre les petits gants, pour se dire comment on va limiter les pertes. Parce que, par le passé, quand quelqu'un prenait un gant, potentiellement, il y en avait 4 qui venaient, et si on est dans un environnement stérile ou équivalent, et paf, on est obligé de jeter les 3 autres, et on a généré de la perte. Et donc aujourd'hui, ils ont travaillé sur des bacs de distribution qui font qu'on est quasiment certain de n'en sortir qu'un à chaque fois, et donc de réduire et les déchets et les coûts pour les clients. Et donc du coup, en fait, en faisant ça, encore une fois, ils ont joué sur un indicateur environnemental, les déchets, mais ils en ont fait un facteur de différenciation auprès des clients, et puis, dans certains cas d'usage, de réduction des coûts opérationnels assez importants, parce que quand un industriel, ça peut vite se démultiplier en fonction de combien on doit utiliser d'équipements tous les jours. Le troisième exemple, c'est un exemple, c'est 2 PME en un, enfin un grand groupe et une PME en un exemple. C'est un exemple de financement. Donc, un grand groupe de services et une PME technologique ont dû s'engager auprès de leurs investisseurs et leurs partenaires bancaires qui les attendaient sur leurs indicateurs, leurs performances sociaux et environnementaux. Donc, ils ont dû montrer qu'ils prenaient en compte cette notion de performance globale parce que leurs investisseurs leur demandaient des comptes sur cette notion-là, et ça leur permettait d'accéder aussi à des conditions de financement préférentielles. Alors, si on raisonne attractivité et fidélisation de ses salariés, sujet aujourd'hui assez important pour de nombreux métiers qui peuvent être en tension. Donc là, alors on a anonymisé par cohérence tous les exemples, mais il se trouve que celui-là, en fait, c'est le groupe TGS. Alors on n'est pas les seuls, hein, c'est des discussions qu'on a aussi eues avec des clients ou des partenaires, mais nous aujourd'hui, ce qu'on constate, donc 1700 collaborateurs, c'est important, les métiers notamment de l'expertise comptable, c'est des métiers qui sont en tension, et c'est des choses en entretien d'embauche qu'on nous demande de plus en plus. Comment le groupe est engagé, quelle est sa démarche RSE, comment elle est reconnue, est-ce que vous avez un rapport, est-ce que moi-même, demain, en rentrant dans l'entreprise, je pourrais m'impliquer dans cette démarche? Moi, j'ai animé des groupes de travail auprès d'étudiants qui ont fait des remarques sur notre rapport RSE, on pourrait le voir comme ça. Donc, vous voyez, ça touche les gens qui veulent rejoindre le groupe. Ça va toucher les gens qui veulent rejoindre le groupe, mais ça va aussi jouer sur les personnes qui sont déjà dans le groupe. De se dire, finalement, pour me fidéliser, c'est important que mon entreprise soit engagée sur ces sujets-là, avec ce qu'elle peut faire aujourd'hui, avec ce qu'elle pourra faire demain, soit dans cette logique d'amélioration continue, et travaille sur ces sujets-là. Alors évidemment, il ne faut pas être naïf, ça ne va pas toucher tout le monde, mais malgré tout, c'est des choses qu'on voit de plus en plus, et donc ce qui permet de répondre, là en l'occurrence, aux attentes de nos parties prenantes internes. Et pour ces gens-là, et ils sont de plus en plus nombreux, je le disais, c'est un vrai levier d'attractivité et de fidélisation dont on se sert au quotidien. Alors sur le volet économie d'énergie, parce que ça, c'est des choses qu'on entend énormément. En plus, sur le volet environnemental, on va retrouver derrière ça l'impact carbone. Donc ça, c'est un exemple encore une PME industrielle que j'avais eu la chance de faire intervenir lors d'une table ronde il y a 2 ans. En fait, c'est une structure qui s'est retrouvée avec une hausse des coûts de l'énergie énorme lors de la guerre en Ukraine. Et il se trouve que c'est une structure qui utilisait énormément d'énergie. Donc forcément, il fait des multiplicateurs. Ce qui s'est passé, c'est que tous leurs résultats, ou presque, avaient disparu à cause de ça. Et alors c'est dommage parce qu'en plus, c'est une structure dans laquelle il y avait un bon partage de la valeur. Enfin, il y a toujours un bon partage de la valeur. Et donc tout le monde était perdant. Et l'actionnaire, l'actionnariat familial, et les salariés. Et donc, pour traiter le sujet, ils se sont dit, on va renforcer notre stratégie RSE et puis on va partir du terrain. Donc, ils ont animé des groupes de travail, tous les métiers, toutes les fonctions, support, opérationnel, dans les sites de production, en se disant comment tous ensemble, on peut jouer sur cette problématique de l'énergie. Donc, il va y avoir les petits gestes tout bêtes, mais qui démultipliés à l'échelle d'une entreprise vont compter. Mieux éteindre les lumières, moins de chauffage, moins de climatisation, mieux utiliser certaines machines quand on le peut. Comment on peut faire sans dégrader évidemment notre performance, moins de kilomètres avec les voitures de fonction ou moins d'indemnités kilométriques et autres. Déjà en jouant là-dessus,
et en impliquant tout le monde, donc vraiment, c'est parti du terrain, ils ont réussi à gagner. Et puis à côté de ça, l'actionnaire a joué le jeu, et eux aussi se sont dit, il y a peut-être des machines qu'on aurait remplacées un peu plus tard. En fait, on va anticiper cet investissement parce qu'elles consomment énormément d'énergie, et qu'en faisant un investissement, sur le long terme, on va fortement réduire cette charge-là. Et donc, en fait, en faisant ça, ils ont retrouvé de la marge de manœuvre. Tout le monde s'est retrouvé, du coup, gagnant, de nouveau l'actionnaire et les salariés. Et puis surtout, en fait, aujourd'hui où les coûts de l'énergie commencent à rebaisser, potentiellement, qu'en fait, ils ont gagné de la compétitivité grâce à ça, et tant mieux si leurs résultats s'en retrouvent augmentés. Et dernier exemple, les sujets de valorisation, puisque on entend de plus en plus parler des crédits à taux bonifiés, de la capacité à faire venir des investisseurs. Et en fait, quelle est la valeur de ma structure à un instant T? Si je suis dans une logique de transmission, de cession, de valorisation quand je fais rentrer un investisseur, c'est des questions qui se posent de plus en plus. Et en fait, là, c'est pour vous donner un exemple très concret, c'est des échanges qu'on a eus avec une grande banque française, donc je ne vais pas citer laquelle, mais leur questionnement était, on a une filiale qui investit, donc c'est un fonds d'investissement, et en fait, ils se posaient la question de se dire, puisqu'on y croit, puisque les expériences démontrent que des entreprises engagées dans des démarches RSE, généralement sur le long terme, sont plus résilientes, vont à terme créer un petit peu plus de valeur qu'un business model totalement concurrent si on le regardait uniquement du point de vue financier. Et ils se posent la question de se dire comment ces critères RSE, je vais les intégrer dans mes modèles de valorisation pour peut-être mieux valoriser à la fois mon portefeuille actuel, donc se dire tout ce que j'ai déjà en portefeuille, peut-être que ça vaut un petit peu plus finalement si j'arrive à intégrer ces critères-là et à le justifier. Peut-être que je vais, par ce biais-là, en inciter d'autres à se lancer dans des démarches de ce type. Et puis surtout, se poser la question de mes participations futures et de se dire que comment je vais mieux valoriser un modèle qui sera engagé et peut-être plutôt investir dans un modèle comme ça demain. Donc ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que la finance, qui peut parfois être un peu décriée, a en réalité un vrai rôle à jouer là-dedans. Et aujourd'hui, on a la chance de constater que sur le terrain, tout n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, c'est quand même globalement le cas et c'est des vraies questions qui se posent. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. On va avoir un petit temps de questions-réponses. Je le dis avant d'oublier, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, en fait, on a créé un petit module d'autodiagnostic sur notre site web. Donc, je crois que vous retrouverez le lien soit dans le chat, soit le document qui sera téléchargeable. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous auto-tester avant d'aller plus loin, vous pouvez avoir accès à tout ça. Alors, je ne sais pas si Charlotte a pu regarder les questions. Oui. Alors, une question de Julie. Où peut-on trouver un modèle de tableau de bord indicateur RSE? Aujourd'hui, il y a un modèle de tableau de bord dans la plateforme du gouvernement qui s'appelle Portail RSE. On va pouvoir trouver des exemples de visuels. Il me semble pas qu'on puisse télécharger complètement un Excel. C'est parfois le cas sur certains sujets sur cette plateforme. Mais Portail RSE, il y a beaucoup de ressources intéressantes. Et puis sinon, en fait, s'appuyer sur le cadre VSME qui finalement donne déjà, va proposer certains indicateurs et se dire, tiens, si c'est cohérent avec ma stratégie, tout en choisissant, on rappelle que c'est un cadre volontaire, donc c'est normé parce que c'est l'EFRAG qui a travaillé sur la CSRD qui a proposé le modèle, néanmoins c'est un cadre volontaire, et donc vous pouvez vous dire, en fait là-dedans, je vais choisir en fonction de ma stratégie quels indicateurs peuvent être cohérents pour mesurer mon progrès et me dire que je m'aligne là-dessus, puisque potentiellement demain quelqu'un pourrait me demander. Alors je vais prendre la deuxième. Quels sont les motifs ou les conditions qui poussent une PME qui n'a pas encore de démarche RSE formalisée d'adopter un reporting de durabilité? Alors l'idée c'est de faire les choses dans l'ordre. Donc en fait, le reporting, ce n'est que la finalité pour être en capacité de rendre compte de ce qu'on fait. Donc encore une fois, comme le disait Charlotte, c'est vrai que généralement, en fait, on fait de la RSE sans le savoir, puisque tout ce qui est social, ça peut être plus ou moins ancré dans les pratiques de l'entreprise. Peut-être que sur l'environnement, ne serait-ce que par la contrainte à certaines normes, on fait déjà certaines choses. Mais quand même, dans l'idée, le mieux, c'est de se dire, je formalise ma démarche, j'ai une stratégie, et donc, par rapport à cette stratégie et aux objectifs que je me donne, là, je vais aller, du coup, construire un reporting qui permet de rendre compte de ce que je fais. Donc, la bonne logique, c'est plutôt de passer par cette étape, d'abord d'agir avant d'aller présenter ce qu'on fait. Ce qui est logique, parce que sinon, ça va être assez compliqué de faire son reporting de durabilité
si on n'a pas vraiment d'objectif à atteindre ou si on n'est pas capable de mesurer certains progrès. Troisième question, tu veux y répondre? Quelle méthodologie d'accompagnement au changement? Vous avez évoqué la formation ou la co-construction. Y a-t-il d'autres méthodologies dans vos exemples? Peut-être que tu veux répondre. Nous, par exemple, je vais vous en donner un. C'est encore une fois, nous, c'est le groupe TGS. En fait, on a fait, donc évidemment, il y a des groupes de travail qui se sont lancés là-dessus. On s'est fait accompagner par l'AFNOR dans le cadre du label engagé. Mais en fait, on a fait le choix d'essayer au maximum de rendre les gens acteurs sur le terrain. Donc, on a aujourd'hui dans le groupe 84 ambassadeurs RSE, donc là, dans toutes nos agences, qui, sur la base du volontariat, se sont dit, moi, ça m'intéresserait, de façon alignée avec la stratégie que s'est donnée le groupe, de pouvoir agir à mon échelle au niveau local et d'essayer d'embarquer mes collègues. Donc, c'était totalement volontaire. C'est après la démarche de co-construction, puisque là, on est vraiment dans l'action. Et donc, ça a permis à tout un chacun de dire, moi, ça m'intéresse. Alors, en l'occurrence, sur notre bureau à Paris, c'est Charlotte qui est ambassadeur RSE. Mais voilà, ça a permis de se dire, tout le monde sur le terrain va pouvoir être acteur, va pouvoir proposer des choses. Alors après, est-ce qu'il faut un petit budget, est-ce qu'il faut un petit peu de temps? Tout ça se négocie avec les managers, les associés de chaque zone. Mais c'est une bonne façon de faire. Et effectivement, sur la partie formation, co-construction, le plus on peut intégrer les gens. Donc, c'est-à-dire, le premier niveau, c'est de se dire déjà, est-ce que j'arrive à bien sensibiliser la gouvernance à ce sujet-là, que tout le monde parte sur un pied d'égalité, maîtrise le sujet sans devenir des ultra-experts, mais tout le monde soit mis au même niveau. Si vous arrivez à étendre ça le plus possible, au travers des fresques, de choses comme ça, pour impliquer vos salariés, là, effectivement, on touche la thématique de la formation. La co-construction, alors, ça peut se faire, ça peut être un peu plus long, mais le plus on peut impliquer les gens dans la co-construction, le mieux. Donc nous, ce qu'on a pu constater, parfois, c'est des groupes de travail qui vont mélanger des directeurs, des managers et des personnes plus opérationnelles. Donc, ça peut être un peu plus lourd, et encore que ça dépend de la structure. Mais c'est vrai que pour aller au-delà de ces deux exemples que vous citez, formation, co-construction, je pense que c'est de se dire comment les gens vont pouvoir être acteurs sur le terrain. Si vous reprenez l'avant-dernier exemple sur la problématique énergétique pour la PME industrielle, avant d'en faire une grande stratégie, ils se sont dit, là, il faut agir et on va faire des petits groupes de travail, peu importe le niveau hiérarchique, chacun se réunit et on se pose des questions tous ensemble. Ça a permis d'avoir beaucoup plus d'idées, d'activer les choses beaucoup plus vite et surtout, les gens se sentent acteurs de la démarche et non pas, tiens, c'est quelque chose qui est imposé auquel j'adhère pas. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond entièrement à la question, mais j'ajouterais aussi, on a fait ça chez des clients avaient déjà mis ça en place et aussi on les a poussés pour d'autres à mettre en place une communication transparente sur votre démarche RSE auprès de vos collaborateurs. Ça permet vraiment de venir de les tenir informés des travaux qui ont été lancés et c'est vraiment, ça peut devenir aussi un ciment entre différents services parce que ça reste un sujet commun, c'est un sujet transversal. Donc, faire des communications trimestrielles ou 2 fois par an sur le sujet, ça permet quand même de maintenir les motivations des équipes et d'accompagner le changement. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Ça tombe bien, on est presque à la fin du temps. Écoutez, si jamais vous en aviez d'autres, n'hésitez pas, normalement on pourra les capter a posteriori et on s'efforcera d'y répondre. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller tester le petit autodiagnostic qu'on a mis en ligne sur notre site web. Voilà, merci pour votre attention et votre participation. Bonne journée. Merci à vous.